Je suis un peu crevé, un peu la voix pétée. Pardonnez-moi si elle se dégrade pendant la soirée. Ceci dit, on a eu l'occasion d'avoir tout à l'heure un échange avec des députés et ça m'intéresse, moi. Ce que je vais vous décrire, c'est une théorie et une pratique d'émancipation par rapport aux élus, par rapport à un système de domination parlementaire, mais qui pourrait très bien déboucher non pas sur une absence de parlementaires, mais sur des parlementaires davantage sous contrôle citoyen. L'idée que je défends, c'est que nous avons besoin, les humains qui décident de vivre ensemble, ont besoin, dès qu'ils dépassent un petit nombre, dès qu'ils sont en grand nombre, ils ont besoin de représentants. D'une part parce que tout le monde ne veut pas faire de la politique, et puis parce que tout le monde ne peut pas en faire en même temps quand on est des millions. Donc, il y a longtemps que nous avons besoin, nous autres humains, de représentants. Ces représentants, on leur demande de produire des règles de droit qui vont être supérieures, plus fortes que le plus fort d'entre nous, de façon à protéger les faibles contre les forts. Donc on a besoin d'un système juridique, d'un système de normes obligatoires et d'une puissance publique qui va les faire appliquer, d'une force publique qui soit plus forte que le plus fort d'entre nous, pour que ce soit nulle part la loi du plus fort qui règne. Et comme on ne peut pas l'écrire à des millions, on a besoin de représentants pour écrire ces règles. Tout ça est bien. Donc nous avons besoin de représentants, nous avons besoin d'un système juridique, d'un système de droit pour nous protéger contre les plus forts, contre les abus de pouvoir. Mais ces mêmes représentants dont nous avons besoin sont très utiles, mais aussi très dangereux. Parce que comme on les met en situation d'écrire ces règles qui vont être plus fortes que nous tous, il faut qu'eux-mêmes aient quelque chose à craindre. En fait, il faut que tous les pouvoirs aient quelque chose à craindre. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à l'école. À nos enfants, nous devrions apprendre, enseigner que nous avons besoin de pouvoirs bien organisés et surtout bien contrôlés, bien affaiblis, bien limités, de façon à ne rien avoir à craindre de ces pouvoirs. Et donc ces représentants, utiles mais dangereux, il faut en définir les fonctions, les contrôles, les limites. Et il y a un texte supérieur, tout en haut de la pyramide de l'état de droit, un texte qui s'appelle la Constitution, qui est un texte dans lequel sont écrites les règles de la représentation. Ce texte, c'est la Constitution, on en a une, en fait, c'est un fake. C'est une fausse Constitution. Nous n'avons pas de Constitution. Pourquoi est-ce que ce texte qui prétend, et pourtant il faudrait qu'on l'ait avec nous, je vous conseille de l'acheter, ça vaut 4 €, c'est 3 francs 6 sous, mais ce texte, aujourd'hui, c'est une prison, au lieu d'être une protection. Dans ce texte-là, nous n'existons pas. Alors, c'est nulle part, il est écrit le peuple n'a aucun pouvoir et ce sont ses maîtres qui votent les lois à sa place. C'est pas écrit comme ça. Donc, on ne se rend pas compte de la supercherie, on ne se rend pas compte de l'escroquerie parlementaire facilement. Il faut y travailler un petit peu, mais c'est très vite éclairant. Vous prenez pendant 1 an, on a fait avec des amis dans mon village, on a fait des ateliers constituants qui consistaient à décrypter la Constitution. Donc, on prenait des articles au hasard. Alors j'avais un peu peur que ça ne marche pas, parce qu'au hasard, je me disais, ça ne va quand même pas être dans tous les articles. Et on ne les a pas tous faits, mais sur tous les articles qu'on a traités pendant l'année, à chaque fois, on arrivait à voir notre absence. Le fait que nous étions tenus à l'écart. En fait, dans ce texte, qui s'appelle Constitution, mais qui devrait s'appeler avec des guillemets, qui n'est pas une vraie Constitution, une Constitution, ça devrait être une protection, alors qu'en fait, celui-là est une prison. Dans ce texte, et c'est comme ça dans tous les pays du monde, c'est pas qu'en France, c'est dans tous les pays du monde depuis qu'il existe des constitutions. Ce texte est une prison qui nous tient à l'écart. Si vous vous sentez impuissant politique, parce que c'est ça notre cause commune, c'est notre impuissance politique à régler les injustices sociales que nous découvrons tous les jours, à tout propos,
Mais nous découvrons les injustices sociales, nous les analysons, les meilleurs d'entre nous, les militants, se concentrent sur les injustices sociales. Celui-là se concentre sur les méfaits des multinationales qui polluent, celui-là se concentre sur les méfaits de la finance qui pille et qui raquette la planète. Celui-là se concentre sur les injustices criantes qui règnent dans les entreprises. Mais tous ont en commun, alors tous découvrent les injustices, tous découvrent ce qu'il faudrait faire, mettre au point les solutions. Donc les militants, ils savent très bien ce qu'il faut faire. Les militants sur le nucléaire, ils savent très bien ce qu'il faut faire. Et encore, je prends le nucléaire, oui. Mais le militant qui est pro-nucléaire aussi, il sait très bien ce qu'il faut faire. Mais tous ont en commun une impuissance politique à mettre en œuvre les solutions qu'ils ont imaginées. Et même à les proposer aux frères humains de la société. C'est-à-dire que dans ce texte, nous n'avons ni le pouvoir de voter, puisqu'on nous condamne à seulement élire, et élire, c'est le contraire de voter. Quand j'élis, quand je mets un bulletin avec le nom d'une personne qui va être l'élu dans une urne, je renonce à voter pour 5 ans. Pour 5 ans, c'est lui qui va voter à ma place. Et moi, je ne vais plus jamais voter pendant 5 ans. Élire, c'est pas voter. Élire, c'est le contraire de voter. Élire, c'est ne pas voter. Pourtant, dans le langage courant, c'est confondu. On dit, c'est la même chose. On dit élire, voter, est-ce que tu as été voté? On peut toujours répondre que non, j'ai pas été voté, j'ai été élire. C'est très important d'avoir des mots à l'endroit pour penser à l'endroit. C'est impossible de penser à l'endroit avec des mots à l'envers. Si vous confondez élire et voter, vous ne pouvez pas comprendre que ce qui vous manque, c'est le pouvoir de voter. Parce que vous croyez que vous l'avez déjà. J'insiste, quand vous votez, vous renoncez à élire. Vous avez abdiqué votre souveraineté. C'est plus vous qui allez décider. Donc dans ce texte, on ne peut pas, dans cette constitution, les citoyens, mais qui ne sont pas du tout des citoyens, qui sont des électeurs, c'est pas du tout pareil, un citoyen et un électeur, nous sommes condamnés à seulement élire des maîtres, des gens qui vont tout décider à notre place. Alors je sais qu'il y a des gens qui réagissent là-dessus en disant mais c'est un langage de populiste, des maîtres. Est-ce que j'exagère quand je dis que c'est des maîtres, s'ils décident tout à ma place, eh bien, c'est pas une exagération de dire maître. Ce sont des maîtres, effectivement. Et nous sommes condamnés à désigner des maîtres parmi des gens qu'on n'a pas choisis, qu'on connaît à peine, qui sont des candidats qu'on peut aider. Et comme on peut les aider, ceux qui ont le plus le moyen d'aider, les plus riches de la société, gagnent à tous les coups, depuis 200 ans, partout sur Terre. À quelques exceptions près, oui, il y a des exceptions. C'est vrai que quelquefois, nous arrivons à élire un candidat qui n'est pas le candidat des riches. On arrive à élire un Pepe Mujica, une espèce de héros improbable et rarissime. Mais pour un Pepe Mujica, il y a peut-être 10 000 Sarkozy ou Macron. Donc oui, il y a des exceptions, mais en gros, l'élection parmi des candidats qu'on peut aider donne le pouvoir à ceux qui ont le moyen d'aider, qui aident. Alors pas tous les élus, ils aident une majorité, et une fois qu'ils ont la majorité, ils ont tout le pouvoir. Et depuis 200 ans, ça donne, à mon avis, le capitalisme. Je vois dans le faux suffrage universel, qui consiste à donner le pouvoir aux riches par le mécanisme de l'élection, la cause de l'oppression des pauvres par les riches. Mais dans la Constitution, il y a aussi la possibilité du référendum. Je l'ai noté dans le document que vous avez entre les mains. La colonne de gauche, c'est la Constitution, mais il ne faut pas l'appeler Constitution, puisque c'est un fait, il faut l'appeler Anticonstitution. Donc dans la colonne de gauche, il y a l'Anticonstitution, l'actuelle, c'est là. Et l'article 3 est important pour comprendre les termes de notre dépossession. Comment nous sommes dépossédés de tout pouvoir politique. L'article 3 dit, je connais par cœur, il est très simple, vous devriez le connaître aussi pour convaincre vos voisins dans le train, la prochaine fois que vous allez avoir une conversation dans le métro.
Vous allez voir, les gens comprennent vite. Hein. L'article 3 de la Constitution française dit « La souveraineté nationale, la souveraineté, c'est qui décide. La souveraineté, c'est qui décide. » Super important. Super important. La souveraineté nationale appartient au peuple. Yes! Ça commence fort, ça. Très bien. Si vous lisez trop vite, vous vous en arrêtez là, vous passez à l'article suivant, vous avez raté quelque chose d'important. La suite, c'est donc appartient au peuple, qu'il exerce. Yes! Par ses représentants. Si vous êtes un petit peu attentif, et il n'y a pas besoin d'être un intellectuel, je vous promets, tout le monde comprend vite que s'il l'exerce par ses représentants, il ne l'exerce pas. C'est tout un art d'écrire un texte qui ressemble à une démocratie, qui n'en est pas une. Et c'est pas ça dont il est question quand on dit « c'est à nous d'écrire la Constitution ». Le texte que nous allons écrire va être beaucoup plus simple. Nous avons simplement à dire ce que nous voulons, et il n'y a pas besoin de ressembler à autre chose comme c'est écrit là. Ce texte-là, il est compliqué à écrire, l'anticonstitution, parce qu'il faut qu'il ressemble à une démocratie en étant une antidémocratie. Ça, c'est compliqué à écrire. Ce que nous écrivons, nous, c'est beaucoup plus simple, dans les ateliers constituants. Alors l'article n'est pas terminé, puisqu'il reste, donc les représentants, c'est l'élection, c'est la dépossession politique. Et il reste une suite à l'article qui dit qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Point. Or, le référendum, c'est voter. Le référendum, c'est pas élire. Le référendum, c'est voter. Il s'agit d'opiner, de donner notre opinion sur un point. Donc c'est pas mal, le référendum. Hein. Le référendum, c'est tout à fait autre chose que l'élection. Et ce qui n'est pas dit dans l'article 3, parce que l'article 3 est terminé, c'est qui a l'initiative du référendum. Et c'est tout à fait décisif. L'initiative est parfaitement décisive dans cette histoire. Celui qui a l'initiative, il a le pouvoir. Alors l'initiative, elle est décrite dans la Constitution française, elle est décrite dans l'article 11. Donc vous l'avez dans la colonne 11, je vous la résume. Vous avez deux possibilités, soit c'est le président qui a l'initiative, donc c'était De Gaulle à l'époque, soit c'est les parlementaires. Un cinquième des parlementaires. Ça fait un grand nombre de parlementaires, mais bon, c'est possible. Mais encore faut-il que les parlementaires le veuillent poser la question. Donc les parlementaires ne vous poseront jamais la question, les questions qu'ils n'ont pas envie de vous poser. Les questions qu'ils n'ont pas envie de vous voir traiter. Donc il y a des tas de questions qui pour nous sont très importantes, qui ne nous seront jamais posées parce que nous n'avons pas l'initiative des référendums. Et ce n'est pas écrit dans l'article 3. Si vous voulez, il y a un jeu auquel on a joué dans les ateliers constituants les années dont je vous parlais, là, dans mon village. C'est qu'on jouait, avant d'écrire nous-mêmes l'article que nous voulions, ce qui est absolument jouissif, hein, je veux dire, vous allez voir les ateliers constituants, enfin vous faites de la politique en adulte, enfin vous faites de la politique en dehors d'une prison, vous redevenez l'employeur, vous redevenez le souverain. Mais avant d'écrire les articles que nous voulons, on s'est amusé à reformuler les articles en disant ce qui n'est pas dit, donc ce qui est caché dans cet article 3, on va l'écrire en clair, en français, quoi. Donc au lieu de dire la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants, et par la voie du référendum, on dit la souveraineté a été captée par les représentants qui l'ont prise au peuple et qui ne lui laissent que des référendums dont il n'a aucune initiative. Je brode là comme je l'imagine en même temps que ça me vient, mais quand on y travaille, je vous prie de croire qu'on trouve des formulations bien au vitriol, et ça se voit que c'est une mise à l'écart. Cet article nous met à l'écart. Et toute la Constitution nous met à l'écart. Alors je fais le lien avec les Gilets jaunes. Depuis une quinzaine d'années maintenant, je fais des ateliers constituants un peu partout dans le pays, dans les pays francophones, pour tester cette idée que ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, c'est à nous d'écrire les règles du pouvoir, c'est aux représentés d'écrire les règles de la représentation.
Il ne faut surtout pas que ce soit les représentants qui écrivent les règles de représentation. Et dans les ateliers, ça marche très bien, les gens comprennent très vite, ils se régalent, c'est un plaisir, c'est un bonheur. Les ateliers constituants, c'est une façon de faire la politique qui est délicieuse. Mais ça se répand pas vite. Et ces dernières années, je ne suis pas le seul, je peux vous dire, il y a plein de militants qui se disaient ça. On se disait, non, mais ils ne vont jamais se réveiller, les citoyens, les électeurs. On est en train de leur détruire le droit du travail. On a déjà désindexé leur salaire. Désindexer, ça veut dire qu'il n'y a plus d'ajustement automatique des salaires sur l'inflation. L'inflation, c'est la hausse des prix. Les prix montent. Quand les prix montent, c'est comme si votre salaire baissait. Quand les prix montent, si votre salaire reste identique, vous pouvez moins acheter. Donc votre pouvoir d'achat baisse avec l'inflation. Pendant 30 ans, après la guerre, je suis dans les années 70, 80 même, jusqu'en 83, les salaires étaient indexés sur l'inflation. Ça veut dire que s'il y avait une inflation de 3%, votre salaire augmentait automatiquement, obligatoirement, de 3%. Les salaires et tous les contrats, hein, les loyers, tous les contrats. Et ça, c'était extrêmement protecteur, ça, pour l'intérêt général, pour les citoyens. Et un jour, les socialistes, entre guillemets, ont supprimé l'indexation des salaires sur les prix, ce qui veut dire qu'à partir de là, les salaires ont commencé à baisser. Les salaires réels ont commencé à baisser. C'est un crime, ce truc-là. Les citoyens ne sont pas sortis dans la rue pour protester. Et puis là, récemment, nos élus, ceux qui sont responsables, compétents, viennent de désindexer les retraites. Désindexer les retraites. Moi, sur les ronds-points, je vois des dames qui ont des retraites de 650, 700, 800 euros. Elles vivent avec 800 euros par mois. Et leurs salaires, leurs retraites sont désindexées par des gens qui gagnent 15 000 euros par mois, des gens qui vivent dans un luxe inouï et qui ont décidé que les retraites, ça avait assez duré. Alors on va les désindexer, comme ça petit à petit, ça va réduire comme peau de chagrin, bientôt ils ne gagneront plus rien. Je trouve ça criminel, et les gens ne sont pas sortis pourtant dans la rue. Si vous voulez, pour les militants, c'est un crève-cœur, on se dit, mais ils ne vont jamais sortir, bon sang. On leur a détruit le droit du travail, sous Hollande, en inversant la hiérarchie des normes. On est en train de leur détruire la sécurité sociale, rien que ça, la sécurité sociale, bon sang, bonsoir. J'ai entendu Bruno Le Maire qui disait, on va supprimer toutes les cotisations, petit à petit. Les cotisations, mais les cotisations, tout le système hospitalier ne vit que par la cotisation. Si on baisse les cotisations, on affame financièrement l'hôpital. Mais qui sont ces gredins? Et qui sont ces voleurs, ces bandits? Pourquoi ils font ça? Mais parce qu'ils veulent en faire des centres de profit. Ils veulent que l'hôpital devienne un centre de profit. C'est des dingues. Ils pensent comme des comptables. Ils pensent qu'à l'argent. Et pourtant, les gens ne sortent pas de chez eux. On détruit la Sécu et nous restons à regarder la télévision. C'était à pleurer. Et puis, le jour se lève et les gilets jaunes apparaissent. Par milliers, partout. De gauche, de droite, et faisant très attention à ce qu'il n'y ait pas de drapeau. Aucun drapeau de gauche, de droite. Oh, ils savent bien qu'il y a des gens de gauche et de droite. Mais c'est pas qu'ils s'en foutent, c'est qu'ils tiennent absolument à ce que les drapeaux ne soient pas hissés. Ils ont très bien repéré que ces clivages politiciens nous coupent en deux, nous coupent en trois, quatre, en cinq, ils coupés en deux, on ne gagnera jamais. Alors, ils disent, pas de drapeau. Ok, t'as ton drapeau, tu viens de nous parler d'un tel, ok, ça t'a échappé, mais arrête. Ils ne chassent pas les gens qui sont d'un parti ou d'un autre. Ils les gardent avec eux. Ils disent juste, rends ton drapeau. Ceci est décisif.
Il y a une phrase, un slogan en espagnol, dont j'ai oublié le terme exact, mais qui dit en gros le peuple uni ne peut pas perdre. Ça se dit en espagnol, c'est plus beau en espagnol, mais c'est pas mal déjà comme ça en français. Mais uni, il faut tenir bon, quoi, hein, parce que nous autres humains, on demande qu'à se disputer quand même. Hein. On a plein de raisons de se disputer. Hein. Je dis pas que la gauche et la droite c'est pareil, par exemple. Bah, pas du tout. C'est très différent. Enfin, la gauche et la droite au Parlement, ça c'est des fausses étiquettes. Ils ont tous des politiques de droite. Mais en tout cas, je sais pas, le PS, des choses comme ça, c'est des gens de parti de droite. Mais la gauche au sens vrai du terme, et la droite au sens vrai du terme, c'est pas pareil du tout. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que ce sont des disputes législatives. Ce sont des disputes quant aux lois que nous voudrions prendre. Il y a des lois de droite et des lois de gauche. On va se disputer sur les lois. D'accord. Mais donc toutes nos conversations, par habitude, puisque c'est ça qu'on voit à la télévision, toutes nos conversations sont sur des sujets législatifs. Et nous discutons, nous nous empaillons, savoir il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, non, il faudrait faire ça. Et nous discutons dans un carcan d'impuissance totale, puisque c'est pas nous qui décidons. C'est pas nous qui décidons, c'est les élus. Donc on discute pas, on discutaille. On discutaille pour rien. De toute façon, c'est pas nous qui décidons. Et ce qu'essayent de faire les Gilets jaunes, c'est de plus disputer pour un temps. Le temps de faire gagner un combat commun. Et il me semble qu'au début, ils ne se rendaient pas compte de ce combat commun. Je me trompe peut-être. Peut-être qu'ils le savaient, je ne sais pas. C'est dans leur tête, je ne sais pas. Et moi, en tout cas, quand j'ai vu les débuts du mouvement, je ne me suis pas rendu compte de ça. Je les ai vus sortir pour quelques centimes pour le prix du pétrole. Et je me disais, purée quand même, on est en train de leur détruire la Sécu, ils ne sortent pas. On vient de leur détruire le droit du travail, ils ne sortent pas. On leur désindexe tous leurs revenus, on les ruine, on les pille, on les vole, et ils sortent pour de l'essence. J'avais l'impression que c'était dérisoire. Donc j'ai pas compris. J'ai pas compris ce qu'il y avait d'important. Mais au bout d'une semaine, ils ont formulé des doléances. Et on a commencé à avoir des images de ces gens qui se retrouvaient sur des ronds-points, qui étaient sortis de chez eux, qui étaient très pauvres pour la plupart d'entre eux, et qui refaisaient société, qui se retrouvaient, qui s'apercevaient, et ils le disent comme ça, avec ces mots-là, ils disaient « J'avais honte d'être pauvre, j'étais tout seul chez moi, et je sors et sur le rond-point, je trouve plein d'autres gens comme moi. Et la honte se transforme en colère, je m'aperçois que je ne suis pas si faible que ça, nous sommes nombreux, et avec cette idée géniale du gilet jaune, ça se voit. Et commence à se demander qu'est-ce qu'il faut faire. Donc ils ont une réflexion législative, quelles sont les lois qu'il nous faut. Et nous sommes habitués à réfléchir en termes législatifs et à réfléchir en électeurs. C'est pas nous qui décidons, c'est les élus. Et donc, ils ont commencé à dresser une liste. On veut plus de salaire, on veut moins d'impôts, on veut plus de SDF. Elle est magnifique leur liste. Hein. La liste des 40 points des Gilets jaunes, elle est remarquable, elle est puissante, elle est bien formulée. Mais la plupart de ces lignes, presque toutes, vous savez, une est différente, mais presque toutes, elles sont législatives. C'est-à-dire qu'elles consistent, de la part des Gilets jaunes, comme le feraient les autres citoyens, à se tourner vers leur maître en disant « S'il vous plaît, soyez moins cruels, donnez-nous un peu plus de salaire, un peu moins d'impôts. » C'est ça notre sort d'électeur. Nous ne pouvons, à cause de cette prison, nous ne pouvons décider de rien. Nous pouvons simplement réclamer de nos maîtres qu'ils soient un peu moins cruels. Et donc ils font ça, ils font une liste de doléances. Remarquable. Mais infantile, puisque nous sommes des enfants politiques. Qu'ils le sachent ou non, consciemment ou pas, je ne sais pas si c'était conscient, mais dans leur liste est apparu comme
une étoile dans le ciel, comme un soleil, une pépite d'or, une perle, un truc très différent qui s'appelle le référendum d'initiative citoyenne. Pourquoi c'est différent ce truc-là? Pourquoi c'est une perle? Parce que le référendum d'initiative citoyenne, c'est pas une loi à prendre. C'est pas du tout législatif. Le référendum d'initiative citoyenne, c'est constituant. C'est la façon d'écrire les lois. C'est pas seulement une façon d'écrire les lois, c'est une façon pour le peuple de décider des sujets qui lui semblent essentiels et d'opiner, de donner son opinion, de voter, de décider, d'exercer la souveraineté. C'est extrêmement, mais c'est plus que différent, vous comprenez, c'est totalement autre chose que la liste des revendications. Si nous avions le référendum d'initiative populaire, un vrai, nous aurions le moyen, enfin, que personne sur Terre n'a, les référendums d'initiative qui existent sont des mini-référendums d'initiative citoyenne. Ce dont il est question aujourd'hui, c'est une révolution sur Terre, c'est un truc très nouveau, beaucoup plus puissant que ceux qui existent. Mais si nous avions le référendum d'initiative populaire, un vrai, c'est-à-dire écrit par nous-mêmes, mais nous aurions le moyen d'accéder librement, sans demander à un maître cruel. Nous aurions le moyen d'accéder par nous-mêmes à chacune des 40 revendications, qui ne seraient plus des revendications, qui seraient un programme politique que nous menons parce que nous sommes souverains. Et plus encore, c'est-à-dire que les 40 points, c'est 40 points, mais si vous réfléchissez, vous allez en trouver 40 autres, très importants. Et qui vous seront également accessibles, qui nous seront également accessibles parce que nous avons récupéré et l'initiative et la puissance d'opiner, la souveraineté. Alors, entraînés par cette habitude, les Gilets jaunes ont commencé par demander le RIC, puisque nous ne sommes bons qu'à demander, puisque nous ne sommes pas des citoyens, nous sommes des électeurs. Et donc, ils ont mis dans la liste de leurs demandes, ils ont mis le RIC. Alors, ça veut dire, maître élu, est-ce que vous voudriez bien nous donner le RIC? Les mêmes qui nous ont enfermés dans cette prison politique, qui nous ont tenus à l'écart en tout point de la puissance politique. Vous imaginez qu'un jour, peut-être, ils vont nous donner le référendum d'initiative citoyenne, qui est une bombe atomique dans le système de domination parlementaire. C'est la fin de la domination parlementaire, le référendum d'initiative populaire. Le vrai. On va en parler du détail. Mais, si vous voulez, ce dont s'aperçoivent les Gilets jaunes progressivement, mais ça va à toute vitesse. Ça va à toute vitesse. C'est que le référendum d'initiative populaire, c'est pas législatif, c'est constituant, c'est essentiel. Et comme ça nous donnera tout le reste, c'est beaucoup plus malin, plutôt que de le perdre dans une liste de revendications, parmi lesquelles le gouvernement va faire semblant de ne pas le voir et va nous donner 2-3 miettes pour se débarrasser de nous, nous renvoyer chez nous. C'est beaucoup plus malin de dire, mais non, c'est juste ça qu'on veut. On veut ça, le référendum d'initiative populaire, parce que ça va nous permettre de rétablir la justice sociale. Ça va nous permettre de lutter enfin efficacement contre la fraude fiscale. Ça va permettre de faire payer les riches comme Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, dont on apprend qu'il gagne 16 millions par an, plus d'1 million d'euros par mois, et qui ne paye même pas d'impôts. Vous savez, à Athènes, il y a 2500 ans, une des démocraties que je ne prends pas pour un modèle. N'écoutez pas ce que disent les gens qui disent du mal de moi. Écoutez-moi, c'est plus fiable. Je ne prends pas du tout la démocratie athénienne comme modèle. Je sais bien qu'il y avait des esclaves, je sais bien que les femmes étaient à l'écart, je sais bien que les étrangers étaient maltraités. Je sais ça, c'est pas ça qui m'intéresse, évidemment, dans la démocratie athénienne. Mais à Athènes, dans le corps des citoyens de l'époque, il y avait des riches et des pauvres. Et il n'y a que les riches qui payent les impôts. Dans une démocratie, il n'y a que les riches qui payent les impôts. Et ce n'est pas les riches qui exercent le pouvoir, puisque dans une démocratie, c'est un homme, une voix pour voter les lois.
Et donc, comme les pauvres sont plus nombreux, les 99%, c'est les plus nombreux, un homme, une voix pour voter les lois, bah, c'est eux qui votaient les lois. Et ils dépouillaient pas les riches, hein, ils leur faisaient juste payer les impôts. Mais les riches restaient riches, hein, ils vivaient plus confortablement que les pauvres. Hein. Simplement, les plus riches politiquement n'étaient pas les plus riches économiquement. C'était désynchronisé par le tirage au sort. J'aurais pas le temps de développer le tirage au sort, mais j'en ai parlé plein de fois, vous trouverez ça sur Internet, ça vaut le coup. Ne rejetez pas le tirage au sort trop vite, c'est une idée. Il n'y a pas de procédure plus démocratique que le tirage au sort. Et tout ce dont vous avez peur a une réfutation. Voilà. Vous avez peur, c'est normal. Il y a plein de points sur lesquels on peut dire, moi quand même, le tirage au sort, mais vous allez voir, si vous réfléchissez, il y a une solution à chacun des problèmes. Donc ne repoussez pas ce truc-là trop vite. Il faut que je fasse attention aux parenthèses que j'ouvre, parce que j'ouvre trop de parenthèses et avec mon vieux cerveau, j'arrive plus à retrouver où j'étais parti. Pardon. Donc, à Athènes, tous les riches payaient les impôts, c'était même les seuls à payer les impôts. En gouvernement représentatif, c'est-à-dire notre régime actuel depuis 200 ans, où nous élisons les législateurs, où nous ne sommes pas, nous, législateurs, c'est-à-dire que c'est une anti-démocratie, nous ne sommes pas en démocratie, évidemment, et le système actuel a été pensé comme une non-démocratie, hein, il faut relire Sieyès en France, Madison aux États-Unis. Dans notre système, les citoyens, enfin les électeurs ne votent pas les lois et ce sont les électeurs qui payent les impôts et les riches n'en payent pas. Pendant 200 ans à Athènes, le tirage au sort a donné le pouvoir aux pauvres, aux 99%. Et pendant 200 ans, partout sur Terre, depuis 1789, depuis la fin du XVIIIe, l'élection donne le pouvoir aux riches. Toujours, partout. Et pourtant, nous autres, les 99%, nous adorons, nous vénérons l'élection comme une vache sacrée, comme si c'était l'alpha et l'oméga de notre liberté, alors que c'est l'outil même de notre dépossession politique. Mais c'est très important de remettre les mots importants à l'endroit. C'est impossible de penser à l'envers avec des mots à l'endroit. De penser à l'endroit avec des mots à l'envers. Impossible. Il faut remettre les mots à l'endroit. Alors, ce référendum d'initiative populaire, je reviens à mes moutons. C'est gentil ça. Merci. Ça c'est sympa. Ce référendum d'initiative populaire, il nous rend à la fois l'initiative et le vote. C'est-à-dire les deux... Il faut que je ferme, sinon je vais me foutre partout. C'est-à-dire les deux termes essentiels de la souveraineté. C'est-à-dire de la puissance dont nous avons besoin pour résister aux injustices sociales. Aujourd'hui, les injustices sociales durent et durent encore parce que nous n'avons pas la puissance politique d'y mettre un terme à ces injustices. Nous n'avons pas la puissance politique de résister aux saloperies que nous font nos élus. Il y a un élu, peut-être qu'il me contredira. Je parle longtemps sans lui laisser la parole, mais c'est bien d'en avoir un. Ah, il est parti. Mais j'aspire à avoir un débat avec des défenseurs du gouvernement représentatif. Parce que la critique que j'en fais, c'est une critique de fond, très argumentée, et je sais que peut-être je me trompe. Très probablement, je me trompe, puisque nous nous trompons tout le temps. Comme vous savez, la science, par exemple, c'est l'histoire des erreurs humaines. Nous n'arrêtons pas de découvrir que nous nous trompions, et donc on progresse en corrigeant nos comportements, nos pensées, en fonction des erreurs détectées. Et donc c'est très important de nous confronter à la contradiction pour progresser. Parce que c'est par la contradiction qu'on s'aperçoit qu'on se trompait sur un point, sur un autre. Et il me semble que la critique que je fais du gouvernement représentatif, qui est un peu vitriolée, je reconnais, mais qui est quand même très argumentée, mériterait d'être mis en débat public. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir échanger dans les journaux, sur les télés, dans des débats en direct, avec un défenseur du gouvernement représentatif et puis un critique du gouvernement représentatif pour qu'on voit un peu quels sont les arguments de part et d'autre. Et nous n'arrivons pas à voir ça. Aujourd'hui, à la télé, dans les journaux, nous n'avons que des défenseurs du gouvernement représentatif
qui font semblant de se disputer entre eux, enfin qui se disputent sur des détails, quoi, hein, mais l'essentiel n'est jamais remis en cause. L'impuissance populaire n'est jamais remise en cause. Jamais. Elle est prise comme un acquis intangible par tous ces voleurs de parole, tous ces gens qui me traitent de fascistes, là, qui sont, je sais pas, et de confusionnistes, je ne sais quelle autre fadaise, tous ces gens comme Couturier, Geoffrin, tous ceux qui tiennent le crachoir et qui le monopolisent, et qui disent de moi que je suis un fasciste, c'est quand même une extravagance, alors que je défends une vraie démocratie, qui ne me laissent pas me défendre, ils sont incapables d'organiser un débat. Je me demande si c'est pas simplement parce qu'ils ont les jetons, quoi. Ils ont peur, ils ne sont pas capables d'argumenter. Il n'y a pas d'argument solide, quoi. Alors, peut-être que je suis prétentieux, là, hein, parce que sûrement il va y avoir des arguments solides auxquels je n'ai pas pensé. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr que je peux me tromper. Mais c'est quand même exagéré de tenir à l'écart des gens qui réfléchissent un peu sérieusement, quoi. Bon, on peut se tromper, mais enfin quand même on se donne du mal, donc ça mériterait de pouvoir débattre, de nous tenir à l'écart alors que c'est si important. Si les multinationales aujourd'hui arrivent à polluer de façon totalement impunie, mais polluer mais dans des proportions presque infinies, ils sont en train de saloper la planète, mais dans des proportions... Je ne vous fais pas un dessin, vous savez très bien. S'ils arrivent à le faire impunément, c'est parce qu'ils ont pour eux une procédure qui leur permet d'acheter les gouvernements. L'élection donne le pouvoir aux plus riches, c'est-à-dire aux multinationales et aux banques. Les multinationales et les banques, ils achètent les gouvernements partout sur Terre grâce à l'élection. L'élection parmi des candidats qu'on peut aider, Et si on peut aider, celui qui a les moyens d'aider va gagner. Un enfant comprend ça. Mais les éditocrates, ceux qui font les éditos tous les matins, ils ne veulent pas qu'on en parle de ça. Je ne comprends pas ça. Je ne peux pas croire qu'ils soient tous de mauvaise foi, des voleurs de pouvoir. Il y en a bien là-dedans qui sont quand même honnêtes et qui disent de moi tant de mal simplement parce qu'ils ne savent pas ce que je dis, quoi. Ils ne savent pas ce que je fais. Et puis ils vont percuter un jour et on va quand même avoir des débats là-dessus. En tout cas, les gilets jaunes comprennent bien. Il faut dire ça, eux, ils percutent plus vite, comme les gens que je rencontre dans le train. Je ne parle pas aux gens qui viennent aux conférences, hein. C'est vrai qu'on pourrait penser que les gens qui viennent aux conférences, ils sont déjà un peu convaincus, et je parle à des convaincus, et c'est un côté secte là. Mais quand je parle à des gens que je rencontre dans le train par hasard, je vais à Bordeaux, j'ai 7 heures de train. Le gars qui est assis à côté de moi, il ne sait pas que bientôt il va être constituant. Ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups. Alors je reviens à mes gilets jaunes, mes chers gilets jaunes, parce que, en fait, ce qui est épatant, c'est qu'il y a plein de traits caractéristiques de ces gens-là qui, comme, confirment ce sur quoi je me bagarre depuis 15 ans. Ils se mettent ensemble sans faire attention au drapeau politique. Ils sortent de chez eux. C'est super important ça. Ils sortent de chez eux. Ils sont heureux de fraterniser. Ils font la fête, mais c'est génial ce qui se passe sur les ronds-points. Là, il y a un rond-point qui s'appelle Saint-Isidore à Nice. J'y suis allé avant-hier. Et malheureusement, il était fermé, il s'est fait chasser par la police. Et j'ai vu les images. Non, sans déconner, c'est super. C'est vraiment super l'ambiance qu'il y avait sur ces ronds-points. Ces gens-là refont société. J'avais été à Saint-Clair-du-Rhône aussi. Mais partout, en fait. À la Pont de l'Étoile, à la Barque. C'est épatant, partout. Partout. Donc ces gens-là sortent de chez eux, refont société. Et ils sont extrêmement défiants. Ils ont une méfiance excessive probablement, mais très saine, de toute forme de représentation. Ça fait des dizaines d'années qu'on leur ment, que les aspirants à la représentation, les candidats à la représentation leur racontent 1000 bobards pour être élus,
et une fois élus, font le contraire de ce qu'ils avaient promis. Il y en a marre des représentants. Ils arrivent sur les ronds-points avec une exaspération. Ils ne veulent plus de représentants. Alors ça, c'est très simple pour entamer un processus constituant. C'est très simple. Pour démarrer, parfait. Une vigilance, une méfiance. Ça ne pourra pas durer tout le temps, mais c'est très bien pour commencer, pour comprendre un processus constituant. Et ce qui se passe, c'est que très vite, en fait, comme on est très 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 nombreux, il y en a partout, ils ont besoin de représentants, tout en refusant d'en avoir. Et en fait, ce qu'ils commencent à faire, c'est à réfléchir aux règles de la représentation, eux les représenter qui ont besoin de représentants, ils réfléchissent aux termes de la représentation, c'est-à-dire une ébauche de constitution, ils réfléchissent aux termes de la représentation avant de désigner des représentants. Pour moi, c'est exactement ce que tous les citoyens devraient faire. Et c'est pour ça que je trouve les Gilets jaunes exemplaires. Ils font ce que nous devrions faire. Ils réfléchissent aux termes de la représentation avant de désigner les représentants. Et ils écrivent, je vous ai mis un exemple au verso du document que vous avez dans les mains, en bas de la page, ils écrivent cette merveille, si on imagine qu'on avait la même chose pour nos élus, puisque là il s'agit d'un rond-point, les gilets jaunes sur un rond-point se demandent quels représentants voulons-nous? Est-ce qu'on veut des maîtres ou des serviteurs? Ces gens, on est sur un péage, tout le monde klaxonne sur le péage. Donc c'est génial, c'est une ambiance de fête nationale, c'est absolument génial. Mais en même temps, c'est compliqué de parler, quoi, parce que tout le monde klaxonne tout le temps, il y a un bruit d'enfer. Et donc de temps en temps, certains, parmi les 100 personnes qui sont là sur le rond-point, je pense au Pont de l'Étoile par exemple, mais c'est sur plein de ronds-points, du péage du Pont de l'Étoile, certains de temps en temps s'en vont, une vingtaine, s'éloignent et vont dans une salle qui a été prêtée par un des Gilets jaunes pour réfléchir à ce qu'il faut faire, ce qu'il faut décider. Mais ils partent un jour, le lendemain c'est les mêmes qui repartent, le surlendemain c'est les mêmes qui repartent, et tout de suite se met en place une espèce de méfiance. Ceux qui restent au rond-point disent « mais pourquoi c'est toujours les mêmes qui partent? Et puis qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils disent ?» Ils ne veulent pas de représentants. Et pourtant, ces gens qui sont dévoués, qui ne sont pas méchants, sont en train de devenir des représentants, alors qu'on n'avait pas encore réglé les termes de la représentation. Alors ils commencent à écrire des articles en disant comment on désigne des représentants, avec quel mandat, est-ce qu'on les tire au sort, est-ce qu'on les élit, pour combien de temps, pour 1 jour, 2 jours, 3 jours, 7 jours, 30 jours, durée du mandat, renouvelable, pas renouvelable, quel mandat on leur donne? Est-ce que nos représentants ils sortent du rond-point pour aller tout préparer et décider à notre place, comme le font les élus aujourd'hui, ou bien est-ce qu'ils vont préparer les décisions pour nous faire gagner du temps, au calme, et puis ils reviennent sur le rond-point pour nous les faire voter? Et là, c'est très différent, ça. Imaginez que les élus aient ce mandat, non pas de tout voter à notre place, mais de nous préparer les lois et de nous les faire voter. Alors, je sais bien que c'est très compliqué. J'entendais Asselineau qui disait hier sur Sud Radio, il disait un truc intéressant. Il disait, c'est vrai que il y a quelque chose d'un peu naïf à penser que les citoyens pourront voter toutes les lois. C'est parfois très compliqué et ils n'ont pas envie. Les citoyens n'ont pas envie de voter toutes les lois. D'accord. J'entends ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais sur un rond-point, c'est plus simple. Sur un rond-point, c'est plus simple. Et on peut dire à nos représentants, mission par mission, sur cette mission, vous allez être 3, et c'est pas très important, donc vous pouvez prendre la décision. Vous reviendrez nous rendre compte après, mais prenez la décision à notre place, comme ça ira vite, parce que c'est pas très important. Et puis sur une autre mission, il y a un nouveau briefing, enfin une nouvelle réunion de préparation, où on donne un mandat, cette fois-ci, comme c'est super important, et puis que vraiment on peut se faire avoir,
Et puis, vraiment, c'est très important, il ne faut pas qu'on perde. Là, ton mandat, ou votre mandat, puisque vous êtes 3 ou 4, votre mandat, c'est ça et rien d'autre. Mandat impératif. On n'est pas obligé de dire les représentants ont un mandat impératif en toute mission, ou semi-impératif ou libre en toute mission. On peut décider au cas par cas. En tout cas, sur les ronds-points, c'est ce qu'ils ont décidé. Je vous propose, parce que je suis capable de parler 8 heures comme ça, donc j'aimerais bien que ça devienne pratique et que vous travaillez. Donc je vais abréger un peu, mais je vais lire avec vous ce qu'ils ont écrit. Vous allez comprendre l'aspect pratico-pratique. Je pense que en lisant l'article, vous allez sentir l'immense différence qu'il y a entre un texte écrit par des élus, où est instituée en fait la puissance des élus, et l'impuissance du peuple. Et vous allez voir un texte qui est écrit par le peuple, et où en fait la puissance du peuple est écrite. Et ce n'est pas des constitutionnalistes qui ont écrit ça, c'est des gens simples comme vous et moi. On le lit ensemble. Article 1. Donc on est sur un rond-point, et c'est les règles du rond-point. Mais il n'y a rien de méprisant quand je dis rond-point, je suis même très... C'est même dans mon esprit, c'est très important. On devrait dire la commune libre du péage du Pont de l'Étoile. On devrait dire la commune libre du rond-point de Saint-Clair du Rhône. On devrait dire la commune libre du péage de la Bouilladis, etc. Ce sont des groupes d'humains qui sont en train de refaire société comme le ferait une commune libre. Donc, sur ce rond-point, c'était près d'Agen, ils ont écrit, article 1. Tout ça est améliorable, hein. Vous avez vu, ils ont prévu une colonne à droite vide, c'est pour vous, c'est un chantier, c'est un point de départ. C'est pas du tout, ça s'impose pas à vous, ça s'impose pas à moi, on fait ce qu'on veut. L'important, c'est d'y réfléchir, de regarder ce chantier pour voir à quoi ça ressemble quand c'est des humains normaux qui écrivent. Et peut-être vous allez trouver qu'ils exagèrent, peut-être vous allez trouver qu'ils ont oublié quelque chose, ou bien qu'on pourrait utiliser un meilleur mot qui soit plus simple. Vous pouvez très bien corriger ce truc-là. Vous comprenez, hein? Et ce qui est transformant pour vous, ce qui va vous faire muter, ce qui va vous transformer d'électeur en citoyen, c'est d'écrire. D'écrire quelque chose. Quand vous allez écrire des morceaux de constitution, vous allez commencer à vous transformer. La mutation va commencer. Alors, article 1. Les porte-paroles du rond-point, appelés mandataires, sont désignés librement par chaque représenté, citoyen, qui dépose un nom, le sien s'il est candidat, ou le nom d'un autre, candidat ou pas, dans un chapeau, d'où seront tirés au sort tant de mandataires, X mandataires. C'est-à-dire qu'il y a un chapeau, et chacun des membres des citoyens, quoi, des gilets jaunes sur le péage, met un nom dans le chapeau, soit le sien propre s'il est candidat, soit celui d'un autre s'il n'est pas candidat. Et cet autre, peut-être qu'il n'est pas candidat, on verra. Ou bien c'est quelqu'un dont on sait qu'il est candidat. On met les noms dans le chapeau, et celui qui a été désigné beaucoup de fois par beaucoup de gilets jaunes, il aura plus de chances d'être tiré au sort. Celui qui a été nommé qu'une fois, par exemple celui qui est candidat, et puis il n'y a personne qui a mis son nom, il a une petite chance d'être tiré au sort, mais une petite. De toute façon, comme on va en tirer au sort 3 ou 4, s'il est candidat tout seul, il ne sera jamais tout seul à exercer les fonctions. Puis, de toute façon, vous allez voir, c'est des mandats courts, non renouvelables, ils sont révocables, ils rendent des comptes. Vous allez voir, il y en a une tartine, hein, je veux dire, ça n'a rien à voir avec le système de l'élection actuelle. Hein. Je continue. Vous pourrez relire ça, bien sûr, à tête reposée. Hein. Article 2. Les représentés donnent mandat de représentation aux mandataires et à leurs suppléants pour une durée de tant de jours. Là, il y a X, mais il faut que vous réfléchissiez, vous, à la durée que vous voulez. Est-ce que les représentants vous représentent pour 3 jours, pour 7 jours? C'est vous, représentés, qui devez décider ça. C'est pas les représentants. Comprenez ça? Super important. C'est à vous, les représenter, c'est à nous, les représenter, ceux qui ne veulent pas du pouvoir, mais qui craignons quand même les abus de pouvoir. C'est à nous d'écrire ces règles, c'est pas aux représentants. Les représentés, donc, donnent mandat de représentation aux mandataires après une séance de préparation. J'ai mis briefing, c'est un mot anglais, c'est la langue de l'Empire. J'ai pas trouvé mieux, mais je suis sûr que vous allez trouver mieux. À l'issue de laquelle ils sont chargés d'une mission, soit voter à notre place, soit préparer notre vote, ça dépend des missions,
dont ils ne peuvent s'écarter. Et que ce qu'on leur dit au moment où ils partent en mission, c'est leur travail, quoi. C'est pas eux qui décident de leur pouvoir, c'est nous qui leur donnons au moment où ils partent en mission. Article 3. Les mandataires et leurs suppléants ne peuvent exercer leur représentation que filmés, enregistrés et diffusés en direct par tous les moyens nécessaires. C'est les Gilets jaunes qui ont inventé ce truc-là. Vous savez, c'est arrivé il y a pas longtemps. Nous avons tous un téléphone, donc ils ont les représentants, nous avons tous un téléphone qui permet de, pour le représentant, quand il va négocier avec le Premier ministre par exemple, de poser son téléphone sur une table. Il faut trouver, peut-être qu'il faut un pied, quoi. Il faudrait que j'ai un pied pour faire la démonstration. Il pose son téléphone sur un meuble et il crée un live Facebook qui permet à tous ceux qui sont présents sur le rond-point et tous ceux qui sont chez eux, parce qu'il y a une rotation, tout le monde n'est pas tout le temps sur le rond-point. Au péage du Pont de l'Étoile, ils étaient quelque chose comme 1500, je crois. Et donc, il n'y avait pas toujours 1500 personnes sur le rond-point, hein, ça tourne. Et donc, le live Facebook, il est fait pour tous les citoyens du rond-point. Et il cadre le représentant en train de nous représenter et ses interlocuteurs pour voir un petit peu ce qui se passe. Et si jamais le Premier ministre avec qui on va négocier refuse, eh ben le boulot du représentant, c'est de s'en aller en disant si je ne peux pas filmer, j'ai pas de mandat. Moi, mon mandat, c'est filmer. Si c'est pas filmé, j'ai pas de mandat. Voilà, l'article 4. Vous pouvez l'améliorer, ce truc-là. Vous pouvez le rendre plus sévère, moins sévère. C'est vraiment, réfléchissez à ce qui est... Il faut aussi vous mettre à la place du représentant, parce que ça sera peut-être vous qui allez être élu, qui allez être tiré au sort. Et il faut que ce soit... Si vous voulez, il ne faut pas qu'il y ait que de la défiance. Si vous voulez pousser à bout par tant de trahison, du fait de tant d'impunité depuis 2 siècles, nous allons être tentés dans nos ateliers constituants d'être trop sévères, trop méfiants. On va mettre des contrôles partout, au point probablement que si on en met trop, les représentants ne pourront pas faire leur boulot de représentants. Ils vont être tout de suite chassés, ils vont être tout de suite enquiquinés à tout propos. Résultat, ils ne vont plus du tout avoir envie de faire le boulot. Donc, il faut quand même doser. Peut-être que là, on y va trop fort. Il faut arriver à être sûr de garder la main, de bien contrôler comment nous sommes représentés, et sans martyriser les gens qui quand même se dévouent pour nous représenter. Enfin, il ne faut quand même pas oublier que dans ce contexte-là, c'est pas un fromage, quoi, hein. Ils ne vont pas toucher 15 000 € par mois à le trahir. Donc c'est quand même des gens qu'il faut... Enfin, là, nous nous entraînons à les surveiller et à les aider, parce que nous pouvons les aider pendant la représentation. Les Gilets jaunes avec qui j'avais fait cet atelier. L'atelier là dont je vous parle, c'est un atelier auquel j'ai participé à Agen. Il y a une vidéo, vous pourrez retrouver la... J'ai oublié le nom du village, c'est Tonins ou quelque chose comme ça, près d'Agen. Et c'est en parlant avec eux qu'ils m'ont soufflé l'idée que sur le téléphone du représentant, qui est posé dans le lieu de la représentation, donc par exemple au ministre... dans le bureau du Premier ministre, pendant la négociation, il faudrait que, me disaient les Gilets jaunes, qu'il y ait une application informatique fiabilisée par blockchain, par exemple, pour qu'il n'y ait pas de triche, ou vraiment petit risque de triche. Une application informatique sur laquelle, quand nous votons avec nos chapeaux, là, quand on tire les mots dans le chapeau, on met sur l'application informatique qu'il a notre pouvoir. Quand on vote, il a notre pouvoir. Et sur son application, ça se voit avec un écran vert, parce que vert, il a le mandat. Il est capable de nous représenter. Donc le ministre, quand il a 4 représentants, il y a 4 téléphones qui sont verts, signe qu'ils sont aptes à représenter. Et puis, les Gilets jaunes avec qui je réfléchissais me disaient, ce serait bien qu'il y ait... Bon, il est en gros vert, mais ce serait bien qu'il y ait une petite zone de chat où on pourrait interpeller, c'est-à-dire qu'on pourrait
lui dire attention, tu es en train de te faire rouler, ou attention, tu as oublié tel argument quand même qui est super important. Il faudrait qu'il y ait une possibilité que le téléphone soit suffisamment près du représentant pour qu'il puisse quand même jeter un œil du côté de ses représentés pour pas être seul. Tout ça se réfléchit, peut-être que c'est pas praticable, mais en tout cas, ça vous donne une idée de la vigilance des gens qui sont en train de réfléchir à la représentation. Et surtout, quand on s'aperçoit qu'il est en train de nous trahir, ou qu'il est en train de se faire tromper par les représentés, les négociateurs, ce qu'on peut faire, demandaient les Gilets jaunes, ce qu'on peut, c'est qu'à tout moment, on peut, en pitonnant, en tapant sur l'application informatique, dire « Oh non, 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 je retire mon mandat ». Et à ce moment-là, l'écran devient rouge quand il a perdu sa majorité. Et si l'écran devient rouge, c'est qu'il ne peut plus nous représenter. Donc fin de la négociation. Ça, c'est vraiment révocable à tout moment. C'est peut-être trop, mais peut-être pas. C'est peut-être trop parce que c'est un très 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 grand écart par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui, puisqu'ils font ce qu'ils veulent, ils nous trahissent au dernier degré sans qu'on puisse rien faire. Et là, on est en train de les surveiller d'un œil sourcilleux. Il va falloir y réfléchir. Vraiment, c'est un chantier intéressant de savoir comment vous allez écrire les termes de la représentation. Ce qui m'intéresserait ce soir, c'est qu'à un moment, peut-être, on a prévu que j'allais parler pendant un moment, et puis ensuite, qu'on va échanger, c'est-à-dire que vous allez me poser des questions sur des trucs que j'ai oublié de dire ou qui ne sont pas clairs. Et puis, j'aimerais bien, moi, qu'il y ait une partie écriture. Et pour moi, c'est le meilleur, ça. Vous allez voir, c'est à la fois le plus agréable et le plus efficace. C'est là que vous vous transformez, c'est là qu'il se passe quelque chose en profondeur de très important, quand vous commencez à devenir constituant. Et donc j'aimerais bien que vous... Et puis en plus, vous allez me donner des idées. Moi, quand je vais voir ce que vous avez écrit, je suis sûr qu'il va y avoir des choses nouvelles là-dedans. Il va y avoir plein de choses qui ressemblent. Parce que quand on fait des ateliers constituants, en fait, on débouche tous sur un contrôle des pouvoirs. C'est pas si différent. Mais en même temps, il y a plein d'astuces qui m'intéressent, que vous allez probablement trouver. Je termine. Article 4. Les mandataires et leurs suppléants peuvent être révoqués immédiatement et à tout moment, à la demande de X représentés sur le site des RIC. Donc il faudrait qu'il y ait un site web, une application informatique qui nous permette de faire ça. Et article 5, en fin de mission, les mandataires rendent des comptes. J'appelle ça des briefings, mais on pourrait trouver un autre mot. Reddition des comptes, c'est très bien. Aux représentés, qui peuvent ensuite donner aux représentants quitus, ça veut dire t'as bien bossé, ou pas. Et là, on n'a pas prévu les punitions. À Athènes, ils avaient prévu les punitions, je peux vous dire, et c'était pas... ça rigolait pas. Pourtant, les représentants étaient tirés au sort, c'était des simples citoyens. Et souvent, d'ailleurs, on lit dans la littérature sur la démocratie athénienne que les représentants qui n'avaient pas donné satisfaction parce qu'ils s'étaient trompés. C'est pas les représentants qui votaient les lois, hein. En démocratie, c'est pas les représentants qui votent les lois. Les représentants, ils préparent les lois. En démocratie, c'est les citoyens qui votent les lois. Et donc, les représentants, quand ils s'étaient trompés, ils avaient préparé une mauvaise loi ou l'avaient mal appliquée. Au moment de rendre des comptes, la reddition des comptes, ça pouvait durer des mois devant une assemblée de 200 personnes tirées au sort. Donc, ils s'en occupaient, hein, ils s'occupaient du contrôle de leurs représentants, hein, les Athéniens. Et on a les traces des argumentaires des représentants qui disaient « Enfin, déconnez pas, quoi, hein, n'oubliez pas qu'on est comme vous, on ne sait pas plus que vous, vous-même vous vous seriez trompé ». Et c'était bien pris, ça. C'est-à-dire que les assemblées tirées au sort qui jugeaient les représentants prenaient bien en compte le fait que, oui, il ne faut quand même pas exagérer, c'est quand même des gens comme nous, et on ne va pas leur demander d'être omniscients et d'être capables de prendre toutes les bonnes décisions. Donc c'est seulement quand ils avaient piqué dans la caisse, ou menti, ou trahi, qu'ils étaient punis. Ce qui serait bien, c'est qu'on... Donc ça, c'est un exercice pratique, c'est sur la représentation. Mais il y a un deuxième exercice pratique qui est très urgent pour les Gilets jaunes, c'est d'écrire les règles du RIC. Du RIC, du référendum d'initiative citoyenne. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on s'entraîne à l'écrire nous? Et pourquoi il faut qu'on soit nombreux à être capables de l'écrire nous? Parce que ce qu'est déjà en train de faire le gouvernement,
c'est de reprendre la main sur ce mouvement en imposant lui-même les termes du RIC. D'ailleurs, dans la Constitution, et il va se prévaloir, le gouvernement va se prévaloir de la Constitution. Il va dire, écoutez, nous sommes dans un état de droit, et il faut respecter les règles du droit. Et on n'aura rien à dire, parce que c'est vrai qu'on est minoritaire. Et donc on n'est absolument pas légitime pour renverser le gouvernement ou refuser d'exécuter, d'obéir à la Constitution, c'est vrai. Ça, c'est parce qu'on est minoritaire. Il ne vous a pas échappé que c'est un truc qui est en train de se transformer. En ce moment, ça grandit. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de non-gilets jaunes qui deviennent gilets jaunes, même sans porter le gilet jaune. C'est-à-dire qu'en fait, le référendum d'initiative citoyenne, ça fait des décennies, ça fait bientôt 30 ans que dans tous les sondages, quand on demande aux gens le référendum d'initiative citoyenne, vous le voulez, oui ou non? Et ça fait 30 ans que les gens disent oui en France. 30 ans que 80%, même parfois 90% disent oui, oui, ça on le veut. Les gens, ils savent bien que le référendum d'initiative populaire, ça va leur rendre un pouvoir dont ils sont totalement privés. Et donc la population, elle est déjà acquise à cette revendication centrale. Il ne reste plus qu'à les convaincre, à leur expliquer que s'ils n'écrivent pas eux-mêmes, ils ne l'auront jamais. S'ils attendent des élus, des gouvernants, que les élus et les gouvernants leur donnent, ils vont attendre longtemps. Comme ils ont attendu longtemps, ça n'arrivera jamais. C'est à nous de l'écrire. Et l'objection qui consiste à dire « mais vous êtes gentil, Chouard, mais vous êtes complètement illégitime pour écrire ça. Qui êtes-vous » C'est vrai, nous ne sommes pas grand-chose. Pour l'instant, on est minoritaire, donc on n'a rien à imposer. Mais par contre, nous avons trouvé là, c'est décisif, une cause commune. Une cause commune. Il faut que nous apprenions à instituer nous-mêmes la puissance politique qui nous manque. Il ne suffit pas de dire dans un sondage « oui, je veux le RIC ». C'est déjà bien, parce que là, on a trouvé un objet commun que nous voulons. Mais il faut comprendre que si on n'apprend pas à l'écrire nous-mêmes, on l'aura jamais. Il faut que nous devenions constituants. Je suis désolé, c'est un peu de boulot. C'est pas beaucoup de boulot, c'est un peu de boulot. Je vous dis pas d'abandonner ce que vous faites pour faire ça à la place. Je vous dis, trouvez une petite place pour l'activité constituante. Vous allez préparer un monde nouveau, à mon avis. Je peux me tromper, mais il me semble que ça va tout changer. Il me semble que si les humains sur Terre arrêtent de démissionner du processus constituant, si les citoyens sur Terre, et je ne parle pas que de la France, je parle de tous les pays du monde, tous les humains qui font société, s'ils arrêtent de démissionner au moment d'écrire ce truc, au moment d'écrire leur contrat social, s'ils exigent, s'ils veulent écrire ce texte, et c'est pas compliqué de le vouloir, il faut avoir compris que c'est important, et puis s'être exercé un peu dans des ateliers constituants. S'ils le font, et s'ils le font très nombreux, il n'y a plus de place pour les tyrans. Les tyrans ne peuvent être tyrans que parce que nous les laissons faire. C'est la Boétie qui disait « ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux ». Et les gilets jaunes sont en train de se relever. Ils sont en train de se relever. Ils sont en train de dire « ah, pas tous, je sais, c'est compliqué. Il y en a qui disent « j'ai faim, j'arrive pas à nourrir ma famille, le RIC, c'est des conneries d'intellectuels. » Ils veulent revenir aux revendications parce qu'ils crèvent de faim. C'est tellement compréhensible, bien sûr. D'où l'idée d'ailleurs des gilets jaunes de ne pas revendiquer que le RIC, de revendiquer le RIC et une mesure d'urgence sociale qui permet aux plus pauvres d'arrêter de crever de faim. Comme par exemple le fait de supprimer tout impôt et taxes sur les produits de première nécessité, dont les gilets jaunes dressent la liste. Ils dressent la liste des produits de première nécessité, alimentaires, vestimentaires, médicamenteux, médicaments, logements, énergie, eau. Mais alors baisser les taxes, d'abord c'est impossible dans l'Union européenne, puisque l'Union européenne prévoit un minimum de TVA. Effectivement, ça c'est une prison nationale. Mais autour de cette prison nationale, ils ont construit une prison internationale. C'est-à-dire qu'en fait, on a deux prisons. On a une prison française et on a une prison européenne. Et cette prison européenne...
il ne suffira pas de sortir de la prison européenne pour être libéré. On sera encore dans la prison française. Ceci dit, c'est un... Alors, est-ce que c'est un préalable ? Il y en a qui le disent, ça se défend, et moi, il me semble qu'on fera d'une pierre deux coups. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va devenir constituant, on va s'émanciper, on va sortir carrément des prisons. C'est-à-dire que quand on va écrire nous-mêmes la Constitution, on va instituer notre souveraineté monétaire, et dans les premiers gestes de la souveraineté, il y aura la dénonciation des traités qui nous mettent en prison, sûrement. Donc, pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse ? J'étais en train de parler de... Vous voyez, quand j'ouvre les parenthèses, je deviens vieux, moi, il faut que je prenne ma retraite. Les produits de première intensité, voilà, merci. J'étais en train de parler de cette idée d'associer, donc d'oublier la défense de 40 revendications, parce que là, il y a tellement de points sur lesquels on va pousser que, même si on est puissant, parce qu'il y a beaucoup de gilets jaunes, quand on va pousser tous ensemble, on va pousser de façon assez faible sur chacune des revendications, et on pourra se débarrasser de nous en nous donnant uniquement 2 ou 3 des revendications les moins utiles finalement pour nous, et on va nous inviter à rentrer à la maison. Alors que si on se concentre et on dit on veut le RIC, parce qu'avec le RIC on aura tout, et pour l'urgence sociale, on veut aussi diminuer de moitié le prix des produits de première nécessité. Si on demande ça, on ne peut pas le demander uniquement en baissant les taxes. D'abord parce que l'État ne peut pas diminuer les taxes à cause de l'Union européenne, mais surtout parce que les taxes, ça ne représente pas la moitié du prix, c'est pas beaucoup, quoi, hein. Déjà sur les produits alimentaires, c'est 5%. Et donc en fait, il faudrait que les prix soient administrés. Donc il faudrait demander à l'État, bon ça c'est législatif, hein, on demande à l'État, mais c'est parce que c'est urgent, quoi, hein. Donc on demande à l'État, allez, maintenant, et puis si nous enquiquinent, on va foutre le bordel, quoi, hein. Mais on veut administrer les prix des produits de première nécessité. Et on veut qu'il y ait toute une série de produits qui vaillent moitié prix. Et quand vous faites ça, pour les très pauvres, dont c'est 100% du panier, 100% de leurs dépenses, c'est des produits de première nécessité, si vous baissez de moitié les prix, c'est comme si vous doubliez leur revenu. Et ça peut se faire. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait des économistes, alors des vrais économistes, pas des économistes employés de banque comme tous ceux qu'on entend à la radio, à la télé, mais des économistes amis du peuple, comme les économistes atterrés. Il faudrait qu'ils nous... Vous connaissez les économistes atterrés, enfin vous devriez, ils sont très bons. Il faudrait qu'ils nous chiffrent le prix de cette mesure. Combien ça coûterait à l'État de prendre à sa charge la moitié du prix des produits de première nécessité pour les pauvres gens. Donc, on ne va pas demander que le RIC, on va demander le RIC et une mesure d'urgence sociale pour ceux qui crèvent la dalle. Mais il y a un petit peu une contradiction, parce que le RIC, quand on le demande, il ne faut pas oublier qu'on ne l'aura jamais. Ils vont nous donner un FEC. Donc il faut garder en tête que le RIC, en fait, il n'y a que nous qui sommes capables de l'écrire. Et donc il faut vraiment, malgré le fait qu'on demande là, on demande deux choses pour l'avoir, pour les avoir, mais il faut qu'on s'entraîne à écrire le vrai RIC, parce que sinon on ne l'aura jamais. Alors, sur le plan de cet entraînement, je vous propose de lire ce que j'ai écrit. Alors, la partie centrale de la page 1 de ce document, le document en 3 colonnes, là, vous savez qu'on a lu tout à l'heure, on a lu l'article 3. La colonne centrale, c'est des idées de modification. C'est des idées d'atelier constituant. Et puis, il y a une colonne à droite, comme d'habitude. Alors, je l'ai faite petite, cette colonne à droite. C'est pas pour vous laisser peu de place, c'est pour écrire plus gros. C'est pour que ce soit écrit plus gros. Mais en fait, vous pouvez très bien scotcher une feuille de papier à côté, et puis comme ça vous avez toute la place d'écrire. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le principe de la colonne blanche qui est une ouverture, une liberté pour vous d'écrire. Alors, regardez comment on a modifié l'article 3. Vous vous souvenez de l'article 3? La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Vous vous souvenez de ça? Eh bien, il est modifié comme ça. Et là, je suis l'association Article 3, vous devriez connaître, article3.fr, qui est une association formidable, animée par Yvan Bachot, un vieux monsieur de 80 balais, qui a encore d'une énergie folle et qui se bagarre pour le référendum d'initiative populaire depuis toute sa vie pratiquement,
Ce type-là doit être, qui est un ami du peuple, un héros, vraiment un type dévoué, il y consacre toute sa vie. Et j'ai une pensée émue en pensant à lui aujourd'hui, parce qu'il y a quelque chose d'important. C'est ce qu'il y a de plus important pour lui, et qui est en train d'arriver. Alors donc, je reprends son article 3, parce qu'il est bien fait, et l'article 3 modifié en tête de la première colonne. Donc c'est presque le même, sauf qu'il y a un complément. La souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum d'initiative citoyenne en toute matière, y compris constitutionnelle, et de ratification des traités. Référendum d'initiative citoyenne en toute matière, et pour que ce soit bien clair, y compris constitutionnelle évidemment, et de ratification des traités évidemment. Point virgule, cet article ne peut être modifié que par voie référendaire. Pas question que les parlementaires viennent y toucher, évidemment. Alors, je comprendrais à ce stade, parce qu'on commence à être dans le dur, là, des articles, je comprendrais que vous ayez, je vois des doigts qui se lèvent, il faut que je fasse vite. Je brûle d'entendre vos objections, vos remarques, vos questions. Et c'est pas pour vous en empêcher que je vais jusqu'au bout, mais il me semble que on va aller plus vite si je vous les lis en entier. Et je suis aussi impatient que vous d'écouter vos objections, que vous de les formuler. Je fais vite. C'est pas très long ce truc-là, hein, parce que si vous le mettez sur une seule colonne, ça fait une demi-page, c'est pas long d'instituer notre souveraineté. Alors d'abord un mot de la Chambre des référendums, puisque quelles que soient les modalités, on a besoin d'une autorité qui va organiser toute l'activité autour des référendums. Et on appelle ça la Chambre, moi j'appelle ça la Chambre des référendums, parce que par habitude, depuis 15 ans, quand on écrit des articles sur les contrôles des pouvoirs, on confie les contrôles des pouvoirs à des chambres tirées au sort, tout le temps. Donc il y a la chambre de contrôle des juges, tirée au sort, la chambre de contrôle du gouvernement, tirée au sort, la chambre de contrôle des médias, tirée au sort, la chambre de contrôle de la banque, de la monnaie, tirée au sort, etc. Donc ici c'est la Chambre des référendums, tirée au sort, organise le planning des référendums et contrôle les débats contradictoires, c'est-à-dire la mise en scène des conflits, avant tout référendum, sur le site des référendums et sur la télévision des référendums, donc deux organes que nous créons parce qu'on en a besoin pour communiquer entre nous, pour éclairer l'opinion pendant au moins 6 mois avant le vote. 4 fêtes des référendums, je disais 2 il y a encore 15 jours, mais j'évolue en fait. En Suisse, ils en ont 4 et ça va très bien. 4 fêtes des référendums sont organisées chaque année. Jours fériés, chômés, et j'ai rajouté payés. Donc ça, c'est la Chambre des référendums, on va y avoir recours, vous allez voir souvent. Et j'ai prévu 3 façons de déclencher le référendum. Dans vos réflexions, il va falloir que vous vous demandiez qui est légitime dans le peuple pour poser une question au peuple. Qui est légitime ? Et vous avez le choix entre une personne jusqu'à 1, 2, 3 millions de personnes. Et c'est à vous de réfléchir à qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. En fait, chaque solution a des avantages, des inconvénients qu'il va falloir que vous régliez. Ce qui se passe dans la plupart des pays du monde, c'est que un nombre important, mais pas trop important, une centaine de milliers de personnes, 100 000, 50 000 en Suisse et en Italie, une centaine de milliers de personnes, signant une pétition, ont le droit de voir cette pétition posée comme question à tout le peuple. Donc ce n'est pas 100 000 personnes qui changent la loi, c'est 100 000 personnes qui demandent aux autres est-ce que vous êtes d'accord pour changer la loi. Et si le peuple, à la majorité, décide que oui, il faut changer la loi, elle est changée. Donc il y a une réflexion, quelque chose à quoi vous devez réfléchir, qui est quel est le seuil ? Alors, la première, c'est l'initiative collective, elle ressemble à ce qu'on voit dans tous les pays. Toute initiative collective, regroupant l'appui de 1% des inscrits, c'est-à-dire en France 400 000 électeurs, puisqu'on est 40 millions d'électeurs à peu près. Vous auriez pu dire 0,5% si vous voulez que ce soit seulement 200 000 électeurs, entraîne son inscription automatique sans filtre. Sans filtre. Si on a réussi à être 400 000, on veut personne qui se mette en travers.
Conseil constitutionnel, Conseil d'État, que sais-je, Parlement, gouvernement, rien. S'il y a 100 000 personnes qui sont d'accord pour poser une question, on la pose. Donc, inscription automatique sur le calendrier des référendums au moins 6 mois plus tard. Ça, c'est discutable. Moi, j'ai écrit sans filtre, peut-être que vous allez mettre des filtres. Évidemment, c'est un chantier. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire la messe. Là, je vous donne les premières pistes d'une réflexion que vous devez alimenter, que vous êtes légitime et apte à alimenter après ce soir, demain, après-demain. Okay. Deuxième possibilité, alors là, qui n'existe pas, que nous avons élaboré dans nos ateliers constituants jusqu'ici, et que vous allez probablement améliorer. Initiative individuelle, ça veut dire que nous avons pensé qu'une personne seule pouvait avoir une idée géniale pour le bien commun, une idée vraiment importante pour le bien commun. Et pourtant, elle n'a pas le charisme, elle n'a pas les capacités de réunir 100 000 personnes. Elle n'a pas un parti, elle n'arrive pas à avoir 100 000 personnes. Et pourtant, elle a une idée géniale. Alors, pour que cette idée puisse venir être posée à tout le peuple, on a imaginé que la chambre du référendum pouvait servir de filtre et que la chambre du référendum devait, 1 heure ou une demi-heure, à tout le monde. Il y aurait une chambre du référendum par département, par exemple, et quand les gens viennent proposer leur idée, ils ont une espèce de dossier, et ils viennent défendre leur dossier devant la chambre du référendum qui les écoute, qui est obligée de les écouter, c'est leur boulot, c'est une chambre tirée au sort, et leur boulot c'est d'écouter l'idée pour voir si c'est une bonne idée, une mauvaise idée, est-ce qu'on pose l'idée au peuple ou pas. Et c'est pas une chambre oligarchique, hein, c'est une chambre tirée au sort, c'est composé de simples citoyens, dont j'ai pas donné le nombre, et vous pourriez réfléchir au nombre de cette chambre de référendum, l'effectif, combien de personnes y sont, et puis pour quel mandat, combien de temps ils vont être tirés au sort, tout ça vous pouvez y réfléchir aussi. Hein. Alors quand j'écris ça, initiative individuelle filtrée par la chambre. Un citoyen seul peut présenter une initiative devant la chambre du référendum qui lui doit 1 heure d'audience, ou davantage si la chambre le juge nécessaire, si vraiment c'était très intéressant et au bout d'1 heure il n'a pas fait le tour, et bien la chambre peut souverainement décider, on vous donne encore 1 heure parce que c'était intéressant, finissez, pour expliquer son idée. Et cette chambre ensuite décide alors soit de rejeter l'initiative individuelle en disant ça ne va pas pour telle et telle raison, reprenez votre projet et puis vous reviendrez peut-être après l'avoir amélioré, soit l'inscrire au calendrier des référendums. C'est à vous de décider ça. Là, nous, c'est plusieurs groupes, là, on a réfléchi là-dessus, on en est là, mais vous allez peut-être dire ça c'est une bêtise et vous allez le barrer en disant ça j'en veux pas. C'est vraiment à vous d'y réfléchir. Troisième possibilité, et les trois sont cumulables, à mon avis les trois peuvent fonctionner ensemble, on n'est pas obligé d'en retirer une ou d'en garder qu'une. Celle-là, elle vient de Condorcet, c'est Condorcet qui avait imaginé, mais nous on l'a découverte avant, parce qu'il y a une fille formidable qui s'appelle Anna Saillant sur Facebook qui nous l'a décrite, qui a argumenté et qui nous l'a fait découvrir. Et c'est sa formulation, c'est la formulation d'Anna que j'ai reprise. Mais en fait, je ne sais pas si Anna était au courant ou pas, mais Condorcet avait déjà eu l'idée au XVIIIe siècle. Donc c'est une bonne idée, hein. C'est une façon de filtrer les initiatives individuelles progressivement jusqu'à arriver au niveau national, vous allez voir. Initiative individuelle par cercle croissant. Donc ça c'est la façon dont Anna décrit la règle d'abord. Tout citoyen peut, par ses propres moyens, consulter ses concitoyens. Ça, pour Anna, c'est la règle importante. Et après ça, elle essaye de le décliner en montrant comment ça va marcher. Et elle dit, premier tiret, si l'échantillon consulté, tout proche de la personne, plus de 1000 personnes sur une même localité, dans un même village, dans une rue, dans un pâté de maison, si l'échantillon consulté est favorable à l'initiative, la municipalité des citoyens consultés doivent, s'il n'y en a qu'une, organiser rapidement un référendum municipal sur la même question. C'est-à-dire que si ça a marché à toute petite échelle, il y a une obligation de tester à l'échelle supérieure, juste au-dessus. Ensuite, si le référendum municipal, il y a un vote, et si le vote donne un oui, si le référendum municipal est favorable à l'initiative,
À ce moment-là, le département, dont dépend la municipalité, doit organiser rapidement, à son tour, un référendum, mais cette fois-ci au niveau départemental. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on arrive à gagner un échelon, on fait la preuve que l'initiative est bonne, puisqu'elle est validée par la majorité de la population du niveau en question, et on monte d'un cran. C'est astucieux, ce truc-là. Il y a très peu de chances pour qu'un élu ou un candidat à l'élection rédige un truc comme ça. Il n'y a que nous pour écrire un truc comme ça. Parce que là, on est en train d'instituer notre souveraineté. On ne veut pas qu'il y ait trop de référendums, parce que ça va tuer l'institution, ça va nous dégoûter s'il y a trop de référendums. Mais on veut que les bonnes idées émergent. Alors on réfléchit entre nous qui avons un intérêt commun, une cause commune, à avoir une souveraineté, c'est-à-dire avoir une puissance de décider. Nous réfléchissons entre nous aux modalités de notre souveraineté. Il n'y a que nous pour écrire ça. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que si ce soir, quand vous rentrez chez vous, vous ne l'écrivez pas, vous ne vous entraînez pas, vous ne prenez pas comme habitude d'y réfléchir, il ne se passera rien. Moi, je peux continuer à me donner du mal au maximum, ça ne changera rien si vous vous y mettez pas. C'est collectif, ce truc. C'est un cerveau collectif qui est en train de naître. L'Internet, en nous connectant, les réseaux sociaux, en nous connectant, ils font de nous des neurones. Nous étions des citoyens isolés, et une fois connectés, on devient un grand cerveau collectif, avec des neurones qui interagissent. Mais encore faut-il que vous fassiez des choses, quoi. Il faudrait que vous travailliez un peu. Vous avez compris la suite. Si le référendum départemental est favorable à l'initiative, la nation doit, à son tour, au niveau supérieur, organiser un référendum national. Tout référendum défavorable avant d'atteindre l'échelle nationale met fin à la progression de l'initiative. Alors pas au succès, le succès de l'initiative a été acquis dans les niveaux inférieurs, mais ça n'atteint pas le niveau national. Bon, ça c'est pour les seuils de déclenchement. C'est déjà un vrai sujet de conversation. Quand vous allez faire des ateliers constituants tout à l'heure, vous avez intérêt à vous mettre par 4, 5, 6, peut-être pas plus de 8, parce que si vous vous mettez à 10, 12, 15, il y a des tas de gens qui ne pourront pas parler. Et c'est frustrant de ne pas pouvoir parler. Alors que c'est délicieux de pouvoir parler. Et donc, si vous faites des groupes de 6, vous allez voir, tout le monde va se parler. Sauf si vous tombez sur 2 bavards comme moi. Alors là, il faut en retirer un en disant « Attends, voilà, déjà un. Alors toi, s'il te plaît, pour nous faire plaisir, on t'en veut pas, mais va dans un autre groupe parce que bavard comme toi, on n'arrive pas en casier. » Peut-être on peut, souvent j'amène, là je n'ai pas fait parce que je savais qu'on allait être très nombreux, mais souvent dans les ateliers constituants, j'amène un sablier qui est comme une espèce de bâton de parole qui fait qu'il y a une limite physique au temps de parole. Et puis il faut penser aussi, bon là je suis sur les modalités de l'atelier, mais bon, pendant que j'y pense, il faudra penser, quand vous ferez vos ateliers, à désigner parmi les 4 ou 5 ou 6 que vous êtes, désigner, au sort peut-être, un qui va écrire, un scribe. Parce que celui-là, il va comme il sait qu'il est responsable de l'écriture, il va vous embêter toutes les 10 minutes en disant bon, voilà, on discute, mais qu'est-ce qu'on a écrit? On n'a encore rien écrit là. Donc il va houspiller le groupe pour que le groupe se force à écrire. Parce que ce qui est très puissant dans un atelier constituant, ce qui est très agréable, c'est de discuter et de réfléchir à ce niveau-là, constituant. Mais ce qui est très puissant, c'est d'écrire, c'est de faire la démonstration pour nous-mêmes et pour les autres. Et produire une démonstration scientifique que c'est possible. Nous sommes capables d'écrire nous-mêmes la Constitution. Ce texte qui est une prison, dont nous avons démissionné de l'écriture. On a démissionné de l'écriture de ce texte. Mais ce n'est pas une fatalité. Et avec les ateliers constituants, nous montrons que c'est possible. Mais à condition d'écrire. Alors qu'on adore parler, et vous allez voir, s'il n'y a pas quelqu'un pour vous inciter à écrire, vous allez passer l'heure ou la demi-heure, je ne sais pas combien de temps on passera à l'atelier, vous allez passer la demi-heure à discuter ailleurs. Donc en désignant un scribe, vous allez voir, ça va vous pousser à écrire. Alors, sujet essentiel, absolument essentiel, qui est la réponse à des tas d'objections des voleurs de pouvoir. Quand on vient avec le RIC en disant « nous on veut le RIC », il y a des tas d'objections. Les voleurs de pouvoir nous opposent des tas d'objections, parmi lesquelles le peuple va rétablir la peine de mort, évidemment, et la torture, évidemment, et sur le coup de l'émotion. Parce que les élus, eux, ne légifèrent jamais sur le coup de l'émotion.
Et c'est vrai, ils ont raison de dire qu'il y a un risque de légiférer sous le coup de l'émotion. C'est vrai qu'il y a ce risque. Mais on peut s'en prémunir de ce risque sans renoncer au référendum d'initiative populaire. On peut simplement, regardez, on peut décider qu'entre l'initiative, ça y est, on a 100 000 signatures pour réindexer les retraites. Par exemple, on a une pétition, et en fait, on est 10 millions à vouloir réindexer les retraites sur les prix. Donc, on peut dire qu'entre l'initiative et le vote, on va demander au peuple, est-ce que vous voulez réindexer les retraites sur les prix? Entre l'initiative et le vote, il va falloir, et c'est très important, éclairer l'opinion. Parce que si vous mettez la période du vote trop près de l'initiative, c'est pas seulement le risque de légiférer sous l'influence d'une colère qui est important, c'est surtout le fait que vous interrogez des gens sur un sujet dont ils ignorent tout. Ils ne sont pas au courant. Ils vont voter comme ils l'ont lu dans les journaux, ils vont voter comme ils l'ont entendu dire une fois, ils vont voter à l'instinct, C'est vrai, si on ne prévoit pas une période de mise en scène des conflits, pendant cette période, on va mettre en scène les protagonistes, les experts qui sont pour et les experts qui sont contre, ils vont défendre leur point de vue, un peu comme moi, là, ils vont défendre leur point de vue tout seuls, et puis ils vont défendre leur point de vue avec des opposants, ils vont s'empailler. C'est très important de les voir s'empailler. À Athènes, on s'empaillait sur l'agora. Sur l'agora, c'est-à-dire la place publique où on discutait avant d'aller à l'Assemblée voter, on discutait d'abord sur l'agora. Et sur l'agora, vous aviez Platon, qui était un idéaliste, qui se fritait tous les jours avec Démocrite, qui était un matérialiste. Et leur controverse, au pluriel, éclairait l'opinion. C'est-à-dire en les regardant se disputer, on avait bien les tenants et les aboutissants, on comprenait les arguments de chacun, les forces, les faiblesses. Et à l'issue de ces nombreuses controverses, les Athéniens opinaient en connaissance de cause. Moi, je suis prof, et quand on est prof, on parle tout seul. Et je crois que c'est pas bon, ça. Nous devrions faire prof à deux. À deux, pas d'accord. Bienveillant, hein. Il faut pas s'insulter, hein. Mais deux, pas d'accord. Si dans chaque classe on mettait, alors sur les maths ce sera peut-être compliqué, mais sur les philos ça serait formidable, sur des tas en français, ou en histoire, ou en économie. En économie, vous auriez deux profs pas d'accord, qui donneraient le spectacle des contradictions, des arguments contraires. Mais les étudiants seraient beaucoup mieux formés, beaucoup mieux informés, ils auraient une opinion éclairée. Et donc c'est ça qu'il est question de... Et c'est juste une question d'argent. Si nous n'avons pas deux profs par classe, c'est parce qu'on manque d'argent. Mais il n'y a rien de plus simple que de créer l'argent. C'est une folie de laisser les jeunes gens au chômage alors qu'ils aimeraient bien être profs. Et de laisser les classes avec un prof, alors que ce serait beaucoup mieux avec deux profs. Tout ça parce qu'on manque d'argent. Il suffirait de créer l'argent nécessaire pour payer les gens pour qu'ils sortent du chômage. La contrepartie de cet argent, ce serait le travail des gens qui ne sont plus au chômage, qui créent de la richesse. Et donc, ce n'est pas du tout inflationniste de créer de l'argent quand, en contrepartie de l'argent créé, il y a une nouvelle richesse. Créer de l'argent, c'est inflationniste quand vous distribuez de l'argent alors qu'il n'y a pas de nouvelle richesse. Là, oui, vous créez une rareté. Quand vous distribuez trop d'argent, vous créez une rareté. Et les arbitrages se font par les prix, et vous perdez par l'augmentation des prix la richesse que vous croyez avoir créée. Mais par contre, quand vous donnez du boulot à un chômeur qui crée aucune richesse, pour l'instant parce qu'il n'y a pas d'argent, vous créez la monnaie nécessaire pour le faire travailler, c'est absolument pas inflationniste. Vous avez plus de monnaie et plus de richesse, donc il n'y a pas de rareté, donc il n'y a pas d'augmentation des prix. Bon, je ne peux pas développer, mais ça vaudrait le coup de passer une soirée là-dessus. Les citoyens devraient savoir comment est créée la monnaie aujourd'hui, c'est une dinguerie, et savoir comment nous devrions instituer, en même temps que nous écrivons une constitution, nous instituons notre puissance politique avec le référendum d'initiative citoyenne par exemple. Mais si on n'institue pas en même temps une souveraineté monétaire, ça veut dire que le souverain que nous avons mis en place, quand il faudra financer ces mesures, il faudra qu'il se tourne vers un banquier en disant « ça, tu me donnes l'argent ou tu me donnes pas d'argent ?»
Ah, tu me donnes pas l'argent? Bon, ben, alors je peux pas le faire. Alors ça veut dire que c'est lui le souverain. Comprenez ça? Et donc il faudra absolument, quand on va instituer un État digne de ce nom, c'est-à-dire un État sous contrôle citoyen, il faudra le doter de la puissance de création monétaire. Je me donne encore une minute là-dessus, excusez-moi, mais c'est super important. Je vous donne juste le paradigme. Et après ça, il faut le creuser, voir, il y a un endroit où je me trompe peut-être, hein, mais vous allez voir comme c'est stimulant pour la pensée. Pour l'instant, aujourd'hui, les États, dans le paradigme, c'est-à-dire la façon de penser actuelle, on demande aux États, il y a une masse monétaire dans la société, il y a un nombre d'euros qui circulent, disons de francs, parce qu'il s'agit de s'émanciper de l'euro. Donc il y a vous allez voir, j'ai du mal à ne parler que de francs, par habitude malheureusement. Donc il y a une masse monétaire de francs qui sont pour l'instant créés par des banques privées. Ce sont les banques qui, en prêtant l'argent à ceux qui en ont besoin, insufflent des nouveaux billets ou des nouveaux soldes sur les comptes à vue, donc des francs, qui sont la masse monétaire. Et pour l'instant, l'État ne crée pas la monnaie, ce qui est une dinguerie, et il doit prélever 100 en impôts pour pouvoir dépenser 100 en services publics. S'il ne reçoit plus que 90 en impôts, il faut qu'il baisse les services publics, il dépense que 90 en services publics. Étienne, oui. Je pense que ce serait bien de commencer à débattre. J'abrège. Donnez-moi juste une seconde pour finir mon paradigme. Plusieurs secondes. Voilà, il faut juste que je finisse le paradigme. Si au lieu de faire comme ça, qui fait l'État qui est dans ce paradigme actuel, s'il y a 10 millions de chômeurs, il ne peut rien faire. Il n'a pas assez d'impôts pour payer les chômeurs. Il est coincé. Au lieu de ça, si nous nous rendons capables de dire la puissance publique qu'on met en place dans la commune et dans la nation, aux deux niveaux, cette puissance publique, parce qu'on le veut, on décide qu'elle crée la monnaie quand elle dépense. Quand je paye un médecin, je crée les euros du salaire de ce médecin. Quand je paye un prof, quand je paye un juge, quand je paye un service public, un cantonnier, je crée la monnaie quand je dépense. Et je détruis la monnaie quand je reçois l'impôt. C'est pareil, presque pareil. C'est toujours 100 égale 100. J'ai dépensé 100, j'ai reçu l'impôt 100, j'ai un budget toujours équilibré, mais si je raisonne comme je viens de dire, c'est plus les banques privées qui créent la monnaie, hein, c'est moi qui crée la monnaie, et la monnaie ensuite circule, et je la reprends sous forme d'impôt. Si je raisonne comme ça en disant, je crée la monnaie quand je dépense, quand il y a des chômeurs, je peux leur donner du boulot, je peux décider de dépenser 150 ou 200, et ça va circuler comme aujourd'hui, sauf qu'il y aura plus de monnaie, donc il y aura plus de prospérité, puisque je n'ai pas donné 100 sans contrepartie, j'ai donné 100 avec une contrepartie de travail. Donc les gens créent, les gens qui étaient oisifs, contre leur gré, maintenant ils peuvent créer de la richesse. Et je crée 200, et puis ça circule, et je prélève 200 d'impôts. Et je suis venu à bout du chômage, là. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si nous reprenons le contrôle de la Constitution, on va se donner le moyen non seulement d'avoir une puissance politique qui va nous permettre, injustice sociale par injustice sociale, de régler les problèmes, mais en plus, on va reprendre le contrôle de la création monétaire, ce qui veut dire qu'on va rendre nos puissances publiques, locales et nationales, capables d'être employeurs en dernier ressort. Employeur en dernier ressort. Et l'État pourra l'être si on lui a rendu la création monétaire. C'était trop long comme parenthèse, mais c'est super important. Ça vaut le coup d'y passer une soirée sur ce truc-là. Et un débat contradictoire avec les économistes pour voir où est-ce que je me trompe. C'est incroyable qu'on ne parle pas de ce truc-là. Tout... J'ai presque fini. Je prends mes Richard. Je te jure, j'ai presque fini. Mais c'est super important. Vous vous embêtez pas là, non ? Alors, sur les délais, j'ai écrit « Tout référendum doit être précédé d'une période pouvant aller de 3 mois ». Et 3 mois, à mon avis, c'est vraiment court. Hein. Il faut vraiment que ce soit les sujets sur lesquels tout le monde est au courant et il y a urgence. Par exemple, sur l'urgence sociale. Mais il faut que ça puisse aller jusqu'à 2 ans parce qu'il y a des sujets super compliqués, l'euthanasie, par exemple, des sujets sur lesquels super compliqués, sur lesquels il faut bien éclairer l'opinion avant d'opiner. Donc, tout référendum doit être précédé d'une période pouvant aller de 2 mois à 2 ans, de 3 mois à 2 ans de débats contradictoires complets pour éclairer l'opinion. La Chambre des référendums est chargée de l'organisation et du contrôle de la qualité de ces débats. Ce n'est pas l'exécutif qui s'occupe de ça, ce n'est
pas le gouvernement, c'est pas le Parlement, c'est la chambre du référendum composée de citoyens tirés au sort. Alors écoutez bien, c'est peut-être... Vraiment, j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est pour ça que j'insiste pour finir. Ce que j'ai écrit là est tout à fait décisif. Si vous oubliez d'écrire ça dans votre RIC, on va avoir un sacré foutu problème. Hein. Alors, vous savez que en France ça veut dire libre, hein, normalement. En France, les riches, 9 milliardaires, ont acheté tous les journaux du pays. Je vous conseille de lire le bouquin de Laurent Mauduit, cofondateur de Mediapart, qui a écrit Main basse sur l'information. C'est bouleversant. J'ai une dizaine de bouquins sur la question. La mainmise des riches sur les moyens de notre information est littéralement catastrophique. Et dans ce contexte-là, avec un RIC, les riches ont les moyens de nous mettre la tête à l'envers et de nous amener à voter contre nos intérêts. Les riches, avec les journaux, puisque la télé ne s'alimente que par les... Je sais bien que plus personne ne lit les journaux, mais la télé ne s'alimente que par les journaux. Et donc, ce qu'il y a dans les journaux, vous le voyez passer à la télé. C'est ça l'impact terrible des journaux, c'est pas leur nombre de lecteurs, c'est le fait que par le biais de la télé, en fait, ils intoxiquent tout le monde. Et si vous mettez en place un RIC sans rendre les médias indépendants des riches, c'est super dangereux. Alors, il faut qu'on l'écrive. J'ai écrit une des modalités, mais il y en a une autre, je vais vous décrire juste après. C'est une des possibilités. L'opinion des citoyens doit être honnêtement et complètement éclairée en toutes circonstances. Dans ce but, tous les médias du pays. Alors vous allez voir que les médias, dans ma tête, c'est extensif. C'est bien sûr les journaux, les radios, les télés, mais pas que. C'est aussi les agences de presse, puisque l'AFP c'est privé, hein, vous savez. Les instituts de sondage, vous savez que les instituts de sondage c'est privé, c'est acheté par les riches. Hein. Les riches ont acheté les instituts de sondage, donc c'est tout à fait catastrophique pour l'éclairage de l'opinion. Les instituts de sondage et les statistiques. Donc quand je parle de médias, c'est tous les organes d'information doivent appartenir à leurs journalistes et employés du moment. Un peu comme des scopes. Autrement dit, parce que pour être clair, je vais redire en d'autres mots, aucune personne physique ou morale ne peut acheter un média quel qu'il soit. Aucune personne physique ou morale ne peut acheter un média. C'est le programme du Conseil national de la résistance. Hein. Ça correspond au CNR, ça. Mais vous pensez bien que ce n'est pas les élus avec l'argent des banques qui vont l'écrire, ça. Hein. Jamais. Voilà, les élus n'écriront jamais ça. Il n'y a que nous pour écrire ça. Et ce n'est pas les journalistes salariés des banques ou des 9 milliardaires, là, ce n'est pas les journalistes qui vont... encore que... Ça... Bon, je ne suis pas sûr. À mon avis, ça devrait intéresser les journalistes. Hein. Les actuels propriétaires des médias doivent donc les céder gratuitement à leurs employés. La chambre des médias, tirée au sort, veille à l'application de ces règles et au dédommagement les plus justes. Ben oui, non mais je... Quand on est sur le terrain, moi j'ai vu samedi un homme mourir. C'est super, il y a le riz, il y a le machin, le truc. Mais en face, on a l'armée, la gendarmerie, on a des trucs, on a des médias. Ouais, je sais bien ça, je sais bien ça. Mais la violence, je l'ai vu samedi, j'ai vu le mec qui était pris la grenade, je ne sais pas. Alors, c'est un rapport de force, quoi. Oui, mais... C'est quoi ton prénom? C'est quoi ton prénom? Comment? Roland? Je ne sais pas comment tu t'appelles. Christophe? Tristan, je suis d'accord avec ça, évidemment. Mais Tristan, les humains se bagarrent partout sur Terre contre les riches. Partout. Et partout, on s'insurge. Et partout, il y a un rapport de force terrible avec... C'est pas que juridique, c'est... Tristan, la police obéit à la Constitution. L'armée obéit à la Constitution. Tous les pouvoirs obéissent à la Constitution. On peut même nous dire oui, on a voté non à la Constitution européenne, vous soufflez un droit. Exactement, mais tu as bien raison, mais c'est parce qu'il n'y avait pas de citoyens constituants. Ou sur le terrain, c'est ça dont il faut parler. Tristan, la solution,
c'est pas la Constitution. La solution, c'est qu'il y ait des soldats derrière, c'est qu'il y ait des citoyens constituants pour l'appliquer, des citoyens constituants pour la penser. Je comprends ce que tu me dis, évidemment. Et l'objectif que je vise est exactement le même que le tien. Je veux venir à bout de la violence policière et de toutes les violences sociales. Mais on est dans une impuissance politique crasse, on est dans un carcan. Et le rapport de force, il est épouvantablement défavorable. Il n'est pas en notre faveur. Ils ont accumulé depuis 200 ans tous les pouvoirs. On va aller à la castagne contre les policiers, Tristan. Mais Tristan, on va se faire massacrer. Je suis désolé. Il nous faut quelque chose de plus en profondeur. On va essayer de faire en sorte que le débat ait lieu sereinement. Mais c'est super important ce qu'il dit, Tristan. Je comprends. Oui, on va peut-être finir l'exposé et ensuite prendre le débat. Et je passerai les micros pour que tout le monde puisse bien comprendre ce qui est dit. Mais non, t'inquiète pas, on va rien demander. L'idée, ce qu'il y a d'extraordinairement émancipant dans ce que je te dis, c'est qu'on n'a pas besoin des élus pour écrire ça. On va pas leur demander. On va apprendre à le vouloir. On va même pas apprendre à l'exiger. On va apprendre à le vouloir. Et quand on va le vouloir, nombreux, on va l'avoir. Donc, si tu veux, je sais bien que c'est pas tout de suite, donc je suis dans une tenaille où je comprends bien qu'il y a des gens qui sont dans l'urgence sociale absolue, et je veux pas dire il faut faire ce que je vous dis là à la place de régler les urgences. Je vous dis juste que si on s'occupe pas d'instituer nous-mêmes notre puissance, après l'insurrection, on va retomber dans l'oppression, comme d'habitude partout, quoi. Donc là, il s'agit de préparer le monde d'après, maintenant pendant que c'est pas du tout, je suis pas, moi je me sens pas du tout en opposition avec Tristan là, c'est juste complémentaire quoi. Je dis pas de faire ça à la place de ce qu'on fait sur les ronds-points et de ce qu'on fait sur les péages. Je dis juste que si on s'occupe pas de ça, d'instituer notre puissance, il n'y a rien qui changera fondamentalement quoi, hein. Rien. Alors, j'ai pratiquement terminé. Il y a une autre façon de rendre les journalistes indépendants, ce qui est tout à fait décisif et essentiel, c'est d'en faire des... Alors, si je dis fonctionnaires, je vais hérisser le poil de plein de gens, mais donc c'est pas des fonctionnaires, mais c'est des agents publics comme les juges. Alors les juges ne sont pas assez indépendants, mais il tiendrait à pas grand-chose de les rendre vraiment indépendants. Ils sont déjà payés par nous, parce qu'on ne veut pas que les juges soient payés par les riches. Eh ben c'est pareil avec les journalistes, on ne veut pas que les journalistes soient payés par les riches, alors on va les payer nous, parce que c'est 3 francs. La formation des journalistes. Voilà, et la formation des riches, et la formation des journalistes, pardon, il faut... Si on leur donne le pouvoir aux journalistes, ils vont dire la même chose. Exactement. Donc il faut faire attention à la formation, il faudra que la formation soit sous contrôle citoyen, et c'est à nous de l'écrire ça. C'est à nous d'écrire les règles de formation des juges et des journalistes. Absolument. Attendez qu'on fasse passer les micros parce qu'on ne comprend Absolument. pas la moitié de ce qui est demandé. Bon, en tout cas, il y a une autre façon de rendre les journalistes indépendants qu'en les rendant propriétaires de leurs médias. Ça peut être aussi en faisant des agents payés par nous, par les citoyens, et en les rendant institutionnellement indépendants de tous les autres pouvoirs. Avec quand même une chambre de contrôle tirée au sort qui permet de vérifier que les journalistes ne sont pas en train de devenir un pouvoir hors contrôle. Parce qu'il y a un danger. À chaque fois qu'il y a un pouvoir, il y a un danger d'abus de pouvoir. Et donc avec des chambres de contrôle dédiées, à mon avis, on limite beaucoup le problème. Dernier point, j'ai pratiquement terminé. Il faut que vous écriviez vos alinéas sur la force, sur les garde-fous et sur la force de votre RIC. Alors, force contraignante automatique et absence d'organes de contrôle. Une fois l'initiative populaire votée à la majorité, la Chambre des référendums contrôle l'honnêteté des scrutins, ça c'est quand même on peut faire, mais ensuite elle doit déclarer la décision prise sans qu'aucun organe ne puisse s'opposer à la volonté populaire. Ça, si vous ne l'écrivez pas, si vous laissez les élus l'écrire, ils vont vous mettre en travers. Vous avez un référendum d'initiative populaire, mais pas en matière fiscale, pas en matière de traité, pas en matière de ceci, de cela. Ils vont vous limiter votre souveraineté. À vous de réfléchir. Peut-être que vous avez envie de limiter votre souveraineté. Vous êtes souverain pour limiter votre souveraineté si ça vous chante. À mon avis, c'est le processus constituant qui doit être démocratique. Et si vous avez peur de vous-même, au point d'avoir peur d'une souveraineté pleine et entière, ben vous êtes légitime à dire
Je ne veux pas une souveraineté entière. Mais c'est à vous de le faire. Ce n'est pas aux élus de le décider. Ensuite, dernier point, super important, une décision prise par RIC est supérieure à toute autre norme, règlement, c'est-à-dire toutes les lois prises par le gouvernement, ce qui est une dinguerie. Moi, je supprimerai les règlements, qui est une confusion des pouvoirs scandaleuse. Toutes les tyrannies passent par ces gouvernements qui écrivent des lois. Les règlements, c'est des lois écrites par le gouvernement, c'est tout à fait scandaleux. Mais enfin bon, pour l'instant, il y a des règlements. Et donc, une décision prise par RIC va bien sûr être au-dessus des règlements, au-dessus des lois, au-dessus de la Constitution et au-dessus des traités. En France, pays des hommes libres, le peuple est souverain, vraiment. Bon, c'est un chantier. J'ai parlé 2 heures, je suis un incorrigible bavard. J'ai l'impression que tout ça est absolument essentiel. Peut-être que je me paye de mots et que c'est pas si important. Peut-être que c'est vain. Mais en tout cas, je suis impatient d'écouter vos objections, vos suggestions.